Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville et dans la salle du conseil municipal pour les personnes qui y assistent. Nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal du 5 juin 2024. On commence par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Madame Cissé. Monsieur Denis. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronellas. Madame Cachère. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Je vous remercie. Nous ouvrons donc cette séance et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui assistent dans la salle et notamment tous les jeunes citoyens qui sont là pour la fin de leur cursus. Donc nous passons à la nomination d'un secrétaire de séance. Nous proposons M. Slimani s'il en est d'accord. Super, merci beaucoup. Et donc nous allons commencer l'ordre du jour par le point numéro 1, par les informations sur les dernières actions ou celles à venir. Alors, le dimanche 26 mai dernier, nous avions été réunis dans le centre ancien pour une quadruple inauguration, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux commerçants, 7 nouveaux commerçants qui viennent peupler désormais la rue Émile Cossonneau, la rue piétonne, et qui est l'ancienne rue de Paris, notamment pour partie. Elle a bénéficié d'une installation d'une arche lumineuse que vous avez pu certainement voir. Nous avons également des fleurs suspendues sur cet espace, de manière à attirer le regard et le chaland. Nous avons également lancé la carte de fidélité Neuilly Village Plus, qui en réalité est utilisable dans les commerces, dans une bonne partie des commerces de la ville, et qui permet de créditer, de cagnotter sur la carte de fidélité dès lors que vous consommez chez eux, et vous pouvez la décagnoter également chez eux. Nous avons poursuivi ce dimanche d'inauguration avec la première phase des travaux de renaturation de la place Stalingrad. La place Stalingrad, c'est celle qui se trouve sur les bords de Marne et qui est magnifiquement réhabilitée, avec 2600 mètres carrés supplémentaires qui sont offerts à la population, puisque nous avons renaturé une bonne partie avec la plantation de nouveaux arbres, et ça n'est que la première étape de la renaturation plus globale qui sera opérée sur le site dès septembre prochain. Nous avons poursuivi nos inaugurations avec le Square de l'Eau. C'est le square qui est juste en face de la place Stalingrad, avec notamment la réouverture au public après de longs mois, plus d'1 an et demi de travaux du SIAP pour y construire un siphon sous la Marne, parce que sachez qu'il y a un ouvrage d'assainissement, un grand trou de 25 mètres de profondeur qui passe sous la Marne à ce niveau-là, au niveau du square, pour arriver dans l'usine de traitement des eaux usées du SIAP de Noisy-le-Grand. Nous avons ensuite terminé cette matinée avec l'inauguration de l'auberge de jeunesse. En fait, c'est le club accueil qui continuera à être club accueil pour nos
Jeune Océan du printemps concrètement, et de mi-mars à début juin ou à la mi-juin. Et le reste du temps, nous y accueillerons des personnes au titre de l'auberge de jeunesse que nous avons ouvert, puisque nous sommes désormais affiliés à la Fédération des auberges de jeunesse. Je tiens particulièrement à remercier évidemment tous les services qui ont travaillé sur l'ensemble de ces projets, toutes les entreprises qui y ont travaillé, et également tous nos partenaires qui nous ont permis de monter jusqu'à 80% de financement par la région, la métropole et l'État. Donc je remercie le président de la métropole, Patrick Ollier, et la présidente de région, Valérie Pécresse, et le préfet de la Seine-Saint-Denis, Jacques Witkowski, pour leur précieux soutien. Je reste sur le secteur des bords de Marne avec le projet de réappropriation de la Marne. Vous allez découvrir dans les prochains jours le nouveau Neuilly Notre Ville, le magazine municipal, et vous verrez de nouvelles activités seront lancées pour faire en sorte que Neuilly embrasse la Marne, que la ville se relie à sa rivière. Et donc avec plusieurs temps forts, on a pu acquérir, et on en parlera tout à l'heure avec Monsieur de Chauvigny, des bateaux électriques sans bruit, sans pollution, qui permettront de voguer sur la Marne et d'aller vers Chelles sans permis, et ce à partir du 15 juin prochain. Et là aussi, nous avons eu un financement de 80% par la métropole et la région, et on vous parlera un peu des modalités tout à l'heure. Et le 13 juillet prochain, jeunes gens, mettez vos maillots puisque nous allons plonger dans la Marne. Nous allons installer une piscine dans la Marne au niveau du ponton d'accueil de l'Écluse, et nous allons essayer de reconquérir la Marne avant les Jeux Olympiques. En tout cas, nous voulons lancer le projet de baignade en Marne sur le long terme. Ce sera qu'une participation pour le Big Jump, un événement européen, le 13 juillet. Et on essaiera d'être opérationnel et d'avoir une Marne propre pour les années à venir. Je m'éloigne un tout petit peu de la Marne, mais pas tant que ça, puisque le relais de la flamme olympique, je rappelle que nous avons la flamme olympique qui passera à Neuilly-sur-Marne le 25 juillet, c'est-à-dire la veille du début des Jeux olympiques. Elle traversera le pont qui nous lie à Noisy-le-Grand et nous permettra de traverser toute la ville, puisqu'on a la chance d'avoir 2 km de flamme olympique qui passera à Neuilly-sur-Marne. Et ces 2 km commencent donc au pont de Neuilly, continuent devant l'église Saint-Baudile, vont du côté de la 34 en direction de Chelles, et on tourne vers le stade de foot. On passe devant le stade de foot, on longe le stade de foot par la rue du Guétrouin, et nous arriverons sur le parc des 33 hectares au niveau de l'entrée du collège Georges Braque. Donc un très bel événement, et si certains esprits chagrins ont pointé des dépenses liées à ce passage, sachez que pour la ville, ça ne coûtera rien, puisque c'est le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui finance le passage de la flamme olympique, et je remercie son président, Stéphane Troussel. Je poursuis avec les travaux. Le carrefour à feu du pont des Trois Communes, après plus de 12 ans hors service, pourra être réaménagé avec un réaménagement plus global et qui permettra de sécuriser la traversée qui aujourd'hui est extrêmement compliquée. Donc il y en a pour 2 mois de travaux, mais en principe, début août, on devrait avoir un secteur qui serait réhabilité. Et dernier point, l'Europe, évidemment, comme vous le savez, on est tous appelés aux urnes le 9 juin prochain pour désigner les députés européens de la délégation française. Nous en avons 81, et l'ensemble des bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Et donc nous aurons désormais également un 21e bureau de vote, puisqu'il sera situé dans l'école L'Odyssée, permettant d'accueillir les nouveaux électeurs du quartier de Maison-Blanche. Et je tiens par avance à remercier l'ensemble des présidents, vice-présidents, assesseurs titulaires, suppléants, scrutateurs, et évidemment le personnel administratif qui permettra d'organiser cette échéance. J'espère que la journée ne sera pas trop longue et qu'il y aura du passage pour occuper tout ce monde. Et je termine simplement par rappeler que nous avions organisé un cycle de notre université populaire sur les élections européennes et sur l'Europe, qui ont permis de réunir 250 participants sur 3 séquences différentes.
Je passe sans plus attendre la parole à Monsieur Patrick Denis sur le point numéro 2, convention de partenariat C'est avec... juste pour les travaux, monsieur le maire. Non, il n'y a pas de... C'est une information. Oui, mais je veux savoir la durée des travaux. Est-ce que ça je l'ai dit, c'est concerne 2 Lidl? mois. Monsieur Ben Saïd... Mais tout le monde pose la question. C'est la, je pense, 20e conseil municipal auquel vous assistez. Vous savez que sur les points d'information, il n'y a pas de débat. Donc C'est une question par rapport aux informations. C'est juste les travaux, là, pour la signalisation. Vous savez, du côté de Lidl aussi, il y a des travaux, c'est bloqué depuis longtemps. Est-ce que vous avez une idée quand ça va... Je l'ai dit, 2 mois et ce sera 2 mois. Tout sera fini. Oui, tout sera terminé. Monsieur Patrick Denis, la convention de partenariat avec la métropole pour l'allocation et la diffusion de billets des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La désignation de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 offre une opportunité pour accélérer le développement de la métropole. Cependant, le défi principal est de laisser un héritage significatif pour le territoire et ses habitants. Les Jeux accueilleront 15 000 athlètes, 13 millions de spectateurs, ainsi que de nombreux journalistes et officiels. La métropole souhaite mettre en place un programme de billetterie pour permettre aux jeunes métropolitains d'assister aux événements sportifs. Pour cela, la métropole distribuera gratuitement des billets aux communes membres, dont Neuilly-sur-Marne. La ville accueille cette allocation de billets avec enthousiasme et choisit de privilégier les élèves et les enfants fréquentant les écoles et centres de loisirs de la commune. Il est demandé aux élus d'approuver la convention de partenariat entre la métropole et la commune de Neuilly-sur-Marne pour l'allocation et la diffusion des billets, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Merci, Monsieur Denis. Madame la conseillère métropolitaine. Je crois qu'il est un peu court. Ouais. Non, c'est bon. Donc c'est juste pour apporter une petite information, à savoir qu'on parlait donc du nombre de billets qui allaient être offerts par les métropoles, un titre gracieux, hein, je précise. Du 26 juillet, puisque c'est le début, au 11 août, il y aura 229 billets qui seront distribués. Et du 28 août au 8 septembre sur les Paralympiques, il y aura 83 billets qui seront donc offerts. Voilà, c'est une petite précision. Merci beaucoup. Et donc effectivement, comme l'ont parfaitement rappelé Monsieur Denis et Madame Amozig, c'est une opportunité extraordinaire pour la France, pour Paris, pour la Seine-Saint-Denis et pour Neuilly-sur-Marne, puisqu'en héritage, nous aurons effectivement une rivière notamment qui sera a priori plus propre, et nous aurons réalisé de grands travaux d'assainissement au bénéfice de la population. Je rappelle que nous accueillons d'ores et déjà des athlètes jamaïcains, comme l'année dernière, qui s'entraînent chez nous pour préparer les Jeux Olympiques. Et ce ne sont pas n'importe quels athlètes, puisque ce sont les athlètes qui pratiquent l'athlétisme. Donc les 2 ou 3e meilleurs du monde sont chez nous. Y a-t-il des questions? Oui. Merci. Bonsoir à toutes et tous, mes chers collègues. Donc on a bien compris que là, il y a une délibération sur la convention. Néanmoins, il y a des éléments qui n'apparaissent pas, notamment dans la présentation. C'est les modalités d'attribution de ces billets. On a bien compris la tranche d'âge qui était concernée, et puis donc élèves ou inscrits sur les centres de loisirs. Mais il n'y a pas de... Voilà, les conditions d'attribution, est-ce que c'est un tirage au sort? Est-ce que vont être pris en compte les fratries, par exemple? Donc voilà, la question, en tout cas, c'est celle-ci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ouais, j'en ai plein. Allez-y. On a vu que en tout cas dans la convention, sûrement une exigence à la métropole, mais qu'il y avait un référent titulaire et un référent suppléant. Les deux sont issus de votre cabinet. Est-ce qu'il y a une commission d'attribution, histoire de lever toute suspicion, bien sûr, sur les attributions? Et on a compris que les billets allaient être sur une plateforme numérique. Quelles sont les dates de la campagne? À partir de quand ils vont être sur cette fameuse plateforme? Y a-t-il d'autres questions? Comment? D'accord.
Alors, sur les modalités, très simplement, comme c'est indiqué, ce sera pour les écoles et surtout les centres de loisirs qui seront présents ces jours-là. Simplement, nous, on n'a pas les dates encore des épreuves auxquelles... c'est déjà indiqué? Oui, on a déjà les dates. Oui, ah mais si, ça a été... Avec les épreuves et le nombre de billets. Donc ce sera en fonction des personnes qui seront présentes à ce moment-là. Et on essaiera justement de faire tourner de manière à ce que ça ne soit pas forcément que les mêmes enfants qui en bénéficient. Donc les enfants qui seront présents sur les différents centres de loisirs, qui correspondent aux tranches d'âge, parce qu'évidemment les tout petits ne pourront pas, enfin c'est pas forcément adapté aux tout petits. Donc pour les plus grands, ce sera à leur destination en priorité. Et si on en a, enfin je pense qu'on remplira largement les différents créneaux. Voilà. Et sur la plateforme, c'est la plateforme de la métropole du Grand Paris. Nous, on est simplement référent parce qu'on doit les indiquer. On doit indiquer le nom des enfants. Et voilà, donc c'est strictement administratif. Et encore une fois, ce seront pour les enfants des centres de loisirs et des écoles. Pas d'autres questions? Non. Non, il n'y a pas de commission d'attribution. Non. Non, c'est avec les écoles et les centres de loisirs. Ah, non, pas dans les centres de loisirs. Il n'y a pas 2800 enfants dans ça. Non, mais ce sera pour les... Oui, les écoles seront en vacances en août. Donc, a priori, ce ne seront que pour les centres de loisirs et pour ceux qui seront présents à ces dates. Donc, s'il y a des enfants qui sont là, s'il y en a autant que de dates possibles, on essaiera d'en envoyer le maximum. Mais a priori, on n'a pas, pour les tranches d'âge concernées, on n'aura pas autant d'enfants. Donc, on essaiera de faire tourner au maximum. Oui. Monsieur le maire, au fait, quand on parle de modalité, par exemple, c'est juste un exemple. Hein. Si on a 20 pour telle activité tel jour, s'il y a 25, comment vous allez choisir les 20? Ça ne va pas se faire comme ça. Non, on répartira de manière à ce que ça soit... Il y a les encadrants, donc il y a le personnel, les animateurs, et il y aura les enfants. Donc on essaiera, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire tourner. Un même enfant ne va pas faire 3 épreuves des Jeux Olympiques. Donc on essaiera de faire tourner. On constituera des groupes, et je pense qu'on peut faire confiance à nos services qui connaissent parfaitement nos centres de loisirs et nos enfants pour que ça se fasse de manière le plus équitable possible. Voilà. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, merci pour nos enfants. Le point suivant, le point numéro 3, Madame Diaby sur le contrat local de santé pour 2024-2028. Bonsoir à toutes et à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne, soucieuse de participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, a décidé de s'inscrire dans une dynamique locale de santé pour être au plus près de sa population. En effet, les questions prioritaires qui seront traitées dans le cadre du contrat local de santé seront de faciliter l'accès aux soins, faciliter l'accès aux droits, développer l'offre de soins, ainsi d'assurer le développement de la promotion de la santé, de déployer des actions de prévention et mener des actions en faveur de l'accompagnement de la santé mentale sur notre territoire. Le contrat local de santé est conclu entre la ville de Neuilly-sur-Marne, le Centre communal d'action sociale, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental, la CPAM, l'hôpital de Villévrard, le GHI de Montfermeil et l'hôpital Saint-Camille. Par conséquent, il est demandé à l'Assemblée d'approuver les termes du contrat local de santé 2024-2028, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ledit contrat, ainsi que tout avenant et tout document afférent à ce contrat. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Diaby. Je remercie encore une fois tous les acteurs et notamment les services qui ont permis de ce travail et tous les acteurs qui ont participé à nos séances de travail, parce qu'elles ont été nombreuses. Et on arrive à ce très beau document qui permet de déterminer des actions concrètes pour améliorer le soin à Neuilly-sur-Marne et notamment renforcer le maillage. Et je rappelle qu'on a un centre de santé de près de 2000 m² qui est en cours de travaux. Et qui verra bien le jour à l'automne prochain. Encore une fois, on en parlera, mais c'est une excellente nouvelle pour nos habitants. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, juste une question. Est-ce que ce contrat local, il implique aussi les enfants des écoles? Parce que dans certaines écoles, on n'a plus de médecins, on n'a plus rien.
Dans le cadre du contrat local de santé, du coup, il y a un travail qui a été fait aussi avec l'éducation nationale. Donc, il y a des actions de promotion de la santé qui seront faites. Actuellement, il y a déjà des actions qui sont menées au sein des écoles, notamment sur la prévention bucco-dentaire. Donc, les établissements scolaires sont bien dans ce projet également. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame la Première adjointe, sur la convention de financement relative à l'expérimentation d'une tenue commune dans nos écoles publiques volontaires. Bonsoir à tous. L'expérimentation donc de la tenue a été adoptée sur la commune de Neuilly-sur-Marne et un groupe de travail a été créé, incluant donc des parents, des élus, des directeurs d'école, les services et les membres de la municipalité. Dans un premier temps, il a été déterminé que l'expérimentation ne concernait que les hauts, c'est-à-dire en fait tout ce qui est t-shirt, etc., afin de déployer le dispositif plus aisément et d'avoir le plus de vêtements possible. Tout cela, bien sûr, a été vu avec les parents, je précise. Des tenues confortables et dans des tendances actuelles ont été choisies, à savoir donc 4 polos manches courtes, dont 2 gris avec un col blanc et 2 blancs avec un col blanc, 2 t-shirts manches courtes de couleur blanche, un sweat zippé avec capuche bleu foncé et 2 pulls sans capuche à col rond, de couleur foncée, on va dire. La tenue commune est financée à moitié par l'État et les collectivités territoriales. Aussi, il est nécessaire de signer une convention pour définir donc les modalités de cofinancement de l'État pour l'expérimentation de cette tenue vestimentaire commune dans les écoles élémentaires suivantes, à savoir Roger de Lille, André Chénier, Jean Jaurès. Un écusson sera travaillé aussi par les enfants dans chaque école, de façon à ce que l'on puisse par la suite la poser, mais ça sera un petit peu plus tard que la rentrée scolaire. Ainsi, pour fournir à l'ensemble donc, des élèves de ces établissements un trousseau avec la totalité des vêtements, la municipalité devra donc débourser un montant de 51 796,98 € avec la prise en charge à 50% par l'État. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver les termes de la convention de cofinancement relative à l'expérimentation d'une tenue vestimentaire commune dans les écoles publiques volontaires qui ont été jointes en annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Et puis je rappelle aussi que cette convention, elle couvre l'année scolaire 2024-2025 et qu'elle concerne à peu près 747 élèves. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Première adjointe. Donc, comme vous l'avez parfaitement rappelé, après un cheminement qui a été long mais nécessaire pour être démocratique et impliquer tout le monde, nous arrivons à la phase opérationnelle avec effectivement le principe qui consiste à fournir le trousseau que vous avez bien détaillé et qui a été travaillé avec les parents, les directeurs, lors de plusieurs réunions de travail et que je tiens vraiment à remercier. Je rappelle également que nous avions organisé un référendum qui a été dans les 4 écoles volontaires avec la poursuite conformément à nos engagements avec les écoles, les 3 écoles dans lesquelles les conseils d'école avaient validé le dispositif et donc un coût de 50 000 € financé à 50% par l'État, donc très loin des 200 000 € annoncés par certains. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui. Rebonsoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. 6 mois, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour que vous daigniez porter le sujet de l'uniforme scolaire en consultation au sein du conseil municipal. Effectivement, lors de la réunion des directeurs et directrices du 30 novembre, vous avez commencé très très tôt à chercher des écoles volontaires, et ceci 6 jours avant l'annonce officielle par le ministre de l'Éducation de l'époque, qui était monsieur Gabriel Attal. Aucun d'entre nous n'a cru à votre soi-disant surprise de découvrir par voie de presse que 4 écoles de la ville étaient volontaires. Donc, après plus de 6 mois de tractation de votre part, nous voilà enfin consultés. Comme nous venons de l'énoncer, vous n'avez jamais demandé l'avis du conseil municipal et nous nous demandons même si vous avez eu ce débat au sein de votre majorité. De quelle démocratie ou de quel référendum parle-t-on ? Pas de consultation de conseil municipal, mais certes une concertation des parents des 4 écoles concernées sur laquelle nous souhaitons revenir, car là non plus la démocratie n'a pas brillé. Peut-on vraiment parler de consultation quand seul un camp peut s'exprimer, celui du oui? Dans le matériel de vote que vous avez fourni aux parents, jamais les aspects contre l'uniforme n'ont pu s'exprimer. Et pourtant, ils sont nombreux. Rien qu'en cela, la démocratie avait été sérieusement abîmée.
Comme vous le savez, la seule instance décisionnaire pour tout ce qui concerne l'organisation des établissements scolaires du premier degré est le conseil d'école. Or, en organisant la consultation des parents, vous avez souhaité influencer ces instances. Là encore, nous ne parlons pas des modalités de vote lors des conseils d'école exceptionnels. Apparemment, les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû. Ainsi, nous avons découvert que le vote par procuration, qui n'a pourtant aucune légitimité, a été utilisé. Il semblerait d'ailleurs, à votre grand mécontentement, qu'une seule école ait agi dans le respect du règlement et cela a conduit au refus de l'expérimentation, refus qui vous a profondément agacé, puisque vous vous êtes permis d'envoyer une lettre aux parents d'élèves en stigmatisant cette école et surtout ces enseignants qui n'avaient pas voulu entrer dans votre démarche. Cette réaction est proprement indigne de la démocratie. L'école et les enseignants rencontrent bien assez de difficultés sans que vous vous en rajoutiez. Votre vexation face à ce refus n'aurait pas dû s'exprimer de cette façon. Ainsi, nous ne pouvons que contester votre vision de la démocratie et du référendum que vous pensez avoir organisé et vous nous avez privé d'un débat important sur le port de l'uniforme. Monsieur Ben Saïd, je vais vous rappeler un point démocratique qui semble vous échapper. Vous tirez, comme je tire, comme nous tirons tous notre légitimité d'une chose, du vote des habitants. Et vous semblez oublier le fait que dans tout le processus démocratique, il n'y a jamais eu à Neuilly-sur-Marne, à aucune élection, même présidentielle, une participation de 75% des habitants. À aucune élection. Et pourtant, ça semble vous déplaire très fortement, et pourtant, sur ce point-là, il y a eu 75% de participation des parents. Donc quand vous contestez la légitimité de ce référendum populaire qui a été organisé de la manière la plus libre et la plus transparente possible, parce que si vous contestez en réalité les modalités en parlant de bidouillage, en réalité vous mettez en cause les enseignants, puisque c'est les enseignants qui ont recueilli les enveloppes déposées par les parents. Et puisque, M. Ben Saïd, vous dites que ce vote n'a pas de légitimité et n'est pas conforme, il semble également vous échapper que tous les parents d'élèves, les représentants de parents d'élèves élus, sont élus de cette manière. Donc, je vous invite, M. Ben Saïd, à un peu d'humilité, parce que vous, comme moi, comme nous tous ici, nous tirons notre légitimité d'une chose, de l'expression démocratique des citoyens. Et quand vous avez 75% des habitants, et encore une fois, on a donné la possibilité aux papas, aux mamans, pour tous, y compris pour les parents qui sont séparés, de s'exprimer, chacun a eu sa voix. Donc il y a quasiment plus de 2000 Nocéens qui ont eu l'occasion de s'exprimer, 2200 je crois, et sur ces 2200, il y a eu 75% de participation. Donc aller contester la légitimité démocratique d'un dispositif qui a été pensé comme étant ultra démocratique, je pense que votre angle d'attaque n'est pas le bon. Et que dire effectivement de toute votre argumentation qui pendant des mois, y compris lors du conseil municipal sur le budget le 13 mars dernier, vous annonciez que ça allait coûter 200 000 euros à la ville. Pardon, ce qui a coûté 200 000 euros à la ville, c'est le recours que vous aviez intenté pour nous renvoyer devant les urnes en 2021 et 2022. Mais le dispositif, comme on l'a indiqué, 50 000 euros est pris en charge par 50% par l'État. Donc au bout d'un moment, je pense que les parents se sont exprimés, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, nous on a eu l'humilité de dire une chose, c'est que si les parents n'étaient pas d'accord, et dans les écoles où les parents n'auraient pas été d'accord, nous n'aurions pas poursuivi. Mais pour moi, et quand vous dites qu'effectivement il y a eu une école sur laquelle il y a eu un refus, pardonnez-moi, je maintiens mon interrogation. Comment 17 personnes peuvent bloquer l'expression de 600 parents d'élèves qui se sont démocratiquement exprimés? Quand on parle derrière de confiscation de la démocratie, très bien, mais on ne peut pas faire du deux poids deux mesures, voyez-vous, et je pense que dans ce cas-là, on a été ultra démocratique. On a organisé 4 réunions publiques, rien ne nous y obligeait. On a organisé un vote, rien ne nous y obligeait. Et lors de chacune de ces réunions, tous les parents qui étaient présents, vous êtes passés furtivement 10 minutes à une de ces réunions, si vous étiez resté un peu plus longtemps, vous auriez vu que tous les parents avaient la possibilité de s'exprimer, y compris les enseignants qui étaient là sur quelques-unes de ces réunions. Donc, contester le côté démocratique de cette expérimentation, je pense que c'est parfaitement malvenu. Monsieur le maire,
Déjà, quand j'ai parlé, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de débat contradictoire. Vous n'avez pas donné la possibilité à ceux qui étaient contre de s'exprimer. 4 réunions publiques, M. Ben Saïd. Débat contradictoire. Chacun, vous pouvez solliciter les syndicats des parents d'élèves, les syndicats de l'enseignement. Figurez-vous que les syndicats de parents d'élèves ont même fait un recours contre la décision de l'école qui s'est opposé à cela. J'accepte cela. Donc, et puis, on est bien d'accord. Donc, vous contestez la légitimité des conseils d'école parce que vous dites que vous regrettez que ce conseil d'école a pris cette décision. Vous savez que c'est les conseils d'école qui prennent la décision finale. Donc, je ne le conteste pas puisque nous nous sommes conformés à la loi et à la réglementation. Oui, mais vous dites, vous maintenez que vous trouvez anormal qu'ils ont voté contre le souhait. Oui, mais en même temps, c'est eux qui décident. Mais j'ai pas de problème à le dire. Et vous verriez le nombre de parents remontés qu'on a eu remontés à mon cabinet pour dire que c'était parfaitement inadmissible et qu'ils ne comprenaient pas comment l'expression de 600 parents pouvait être balayée par 15 personnes. Enfin, je l'admets. À moins que je perde la mémoire, je ne suis jamais passé dans ces... Non, vous rigolez ou quoi? Alors vous me dites où? Ah non, vous êtes passé, je vous ai vu. Donc, à moins que vous avez peut-être un double. J'ai un double, je vous assure que j'étais pas là. Je vous assure que j'étais pas là. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Merci. Votre double se balade en ville. Allez, nous passons... Excusez-moi. Oui. Quand on lit l'expérimentation de la tenue commune a été adoptée par la commune de Neuilly-sur-Marne suite à un processus démocratique, on vous rappelle encore une fois que l'instance, c'est celle-ci, c'est celle du conseil municipal. Donc, vous pouvez faire, en tout cas, donner toutes les explications que vous voulez et encore une fois, habiller une forme de démocratie que vous jugez sûrement la plus juste. Néanmoins, c'est quand même le conseil municipal qui impulse, qui vote, qui impulse ces décisions-là. Il est apporté dans la synthèse cette question de lutter contre toute forme, en tout cas préserver de l'expression de toutes les formes d'inégalité et de prosélytisme. Et ce qu'à Neuilly-sur-Marne, il y a eu des cas et des situations à trancher d'une manière ou d'une autre sur cette question de prosélytisme en école primaire en plus. Si votre double, vous avez rapporté les propos des directeurs d'école qui étaient présents, vous auriez entendu que effectivement les directeurs d'école remontent, les enseignants remontent des difficultés de ce type-là. Oui. On parle bien de primaire. Oui, absolument. Ben, vous pouvez nous citer des exemples de cas de prosélytisme. Non, mais pas des personnes. Je vous renvoie à votre double, Monsieur Ben Saïd. Non, mais je vous assure que j'y étais pas. Donc, arrêtez de jouer à ce jeu-là. Enfin, je vous laisse, parce que je suis assez âgé pour jouer à ce jeu-là. Non, mais là, on parle de quelque chose de grave. Là, vous êtes en train de nous apprendre qu'il y a des cas de prosélytisme à Neuilly-sur-Marne dans l'école primaire, élémentaire. Parlez avec les directeurs d'école, puisque vous avez... mais on est en conseil conseil. Vous l'avez mis, on vous demande si vraiment c'est un cas. Non, mais s'il y a un cas, ça serait bien. On est dans l'obligation de s'en inquiéter. Pardon, Monsieur Ben Saïd. Des collègues à vous ont organisé des manifestations sauvages devant la mairie en sachant mieux que tout le monde ce qui se passait dans nos écoles. Retournez-vous vers ces personnes-là, puisque vous savez mieux que tout le monde. Oui, j'ai été par contre... vous m'avez vu à la manifestation furtivement. C'était à la manif en bas. C'est là où je suis passé 10 minutes. Mais on va pas... Non, mais c'est pas mes collègues. C'est pas mes collègues. Là, on vous pose les questions lors du conseil municipal. S'il y a un cas de prosélytisme, on trouve que c'est grave, c'est dangereux. À l'école laïque publique et en plus élémentaire. Moi, je pensais que ça arrivait plus au niveau collège ou lycée, donc peut-être on se trompe. Non, effectivement, en fait, pour répondre très sérieusement à votre interrogation, effectivement, les directeurs d'école nous ont rapporté à plusieurs reprises que sur les... Alors, ça remonte pas, parce que il y a plein d'incidents dans nos écoles. Alors, c'est pas de nos écoles particulièrement, c'est dans l'école de manière générale, il y a plein d'incidents différents. Donc oui, il y en a. Oui, il y en a, et les directeurs d'école essayent de les gérer du mieux possible. Et c'est aussi une des raisons, pas forcément la seule raison, mais c'est une des raisons qui permet d'apaiser le climat scolaire, et c'est une des raisons qui a été évoquée par certains directeurs pour permettre de mettre en place ce dispositif. Donc, je vous réponds très tranquillement. Quand on a évoqué le sujet,
suite au débat public ouvert par Gabriel Attal à l'époque, ministre de l'Enseignement de l'Éducation nationale, ce sont les directeurs d'école eux-mêmes qui se sont positionnés dessus, en disant que c'était une bonne idée parce que ça réglerait certaines difficultés. Mais encore une fois, personne n'estime avoir la science infuse. Si on parle d'expérimentation, on teste pendant 1 an. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on arrête. C'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle on s'était aussi engagé à mettre en place des indicateurs pour permettre de juger la pertinence de ce dispositif et de son efficacité. On l'a dit, on l'a répété, on l'a fait avec, en regroupant les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, les directeurs. Et dans ces groupes de travail, on a imaginé des indicateurs qui ont d'ores et déjà été présentés dans les différents établissements. Madame. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai une petite question concernant le montant de 51 000 €. Vous annoncez la municipalité devra débourser un montant de 51 000 € avec la prise en charge à 50% de l'État, par l'État. On a 747 élèves concernés. L'uniforme, le trousseau, uniquement le haut, revient à 166 €. Moi, je compte 124 000 €. Donc, du coup, dans les 51 000 €, c'est la part que devra débourser la municipalité. Enfin, oui, c'est ce qui est écrit. D'accord, donc c'est 51 000 € que devra débourser la municipalité. Oui, et il y a une prise en charge de 50% par l'État. Qui sont déjà décomptés dans les 51 000 €. C'est ce que... Oui. D'accord, ok. Et on a 4 polos, 2 t-shirts, un sweep zippé, 2 pulls sans capuche, Okay. et ce qui a été déterminé avec les parents d'élèves. Donc on est à 124 000 € uniquement pour les hauts. Madame, on n'a pas encore les bas. Mais non, il n'y a pas de bas. Total. Il n'y a pas de bas. Il n'y aura pas de bas. Non. Ok, très bien. Parce que dans le document, il y a écrit que c'est une 51 700 et quelques. Ok. Donc, parce que moi, je vois dans un premier temps, il a été déterminé que l'expérimentation ne concernait que les hauts afin de déployer le dispositif plus aisément. Oui. Donc là, on n'est que sur les hauts. Et ça a été vu avec les directeurs d'école et les parents d'élèves. En réalité, le point qui a été partagé par tout le monde, c'était que on n'allait que sur les hauts, qui seraient intégralement fournis par la collectivité et l'État, et qu'au final, les bas seront déterminés par avec une consigne concernant la couleur. Ouais, concernant la couleur. Ok. Et donc, si disons que vous voulez mettre en place ce projet plus tard sur les 10 écoles de l'asile. C'est pas prévu. Non, c'est pas nous de le décider. Admettons que parce que vous mettez ça en place pour l'élargir à les écoles de la commune. D'accord. C'est uniquement sur ces 3 écoles et pendant 1 an. Et derrière, c'est ce qu'a dit le président de la République, c'est que potentiellement ça serait généralisé ou potentiellement ce serait arrêté. Alors, juste dans le cas où ce serait potentiellement généralisé, à hauteur de 166 € par élève. Non, mais c'est juste une petite remarque. Pour les 2700 élèves répartis sur les 10 écoles primaires de la commune, ça nous reviendrait à un montant de 450 000 €. Non, c'est de la pure fiction. Ah non, mais non. C'est mathématique. Il y a 2700 élèves sur les écoles primaires de la commune. Non, c'est de la pure fiction pour une raison très simple. C'est que le trousseau, il a été laissé à la libre appréciation de chacun, de chaque ville. Le trousseau qui était recommandé par l'État était moitié moins fourni. Donc c'était 2 polos, un t-shirt et un pantalon. Vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. Donc c'était moitié moins fourni par rapport à ce qui est indiqué ici. Nous avons convenu avec les parents de nos écoles, de nos 3 écoles, d'aller sur ce dispositif-là. Mais en réalité, si on voulait suivre la recommandation du gouvernement, ce ne serait pas 51 000 €, ce ne serait même pas 30 000 €. D'accord. J'ai une dernière question. Qui financera le renouvellement des autres trousseaux en cours d'année dans le cas où les vêtements seraient devenus trop petits ou abîmés ? C'est prévu. Ça sera du coup. C'est intégré dedans. C'est intégré. En fait, dedans, on a du rechange, on a de quoi permettre aux enfants qui auraient pas la tenue le jour J pour une raison, parce que je sais pas, la machine à laver est tombée en panne, d'avoir ce qu'il faut à l'école. Mais du coup, il y a des trousseaux supplémentaires qui sont intégrés.
intégré dans le budget. Si je fais les calculs avec les 747 élèves et les 166 euros, le montant du trousseau... C'est pas 166 euros, je sais pas pourquoi vous avez 166 c'est ce qui est écrit dans le document que vous m'avez transmis. Enfin, moi, si je fais les calculs, je vois pas de... C'est écrit où? Je vois pas de trousseau de secours, on va dire. Donc, je comprends pas très bien. Ah, sur la convention? Ouais, sur la Peut-être que la convention n'est pas à jour. Oui. Ah, bah... Le montant, c'est 51 796 euros. Monsieur le maire, sur la convention, peut-être qu'elle n'est pas mise à jour. On parle de 166 euros. Il n'y a pas de pantalon. Et Il n'y a pas Il de n'a jamais pantalon, été décidé monsieur qu'il y aurait un non, mais pantalon. je suis en train de... Non, mais j'ai pas fini. Je Ah. dis, il n'y a pas de pantalon. Donc, je confirme ce que vous avez dit. Donc, c'est 166 et on multiplie ça par le nombre d'élèves. On arrive à 124 000 euros pour 3 écoles. Donc, pour 4 écoles, c'était autour de 156 000 euros. pas- Et le Monsieur fait qu'il n'y a pas de Bensaïd, polo, on n'est pas loin des 200 000 Ça euros. n'est pas ce montant. Mais- Le montant que je vous ai indiqué, c'est 51 796 euros. Eh ben, Alors, je écoutez, sais on pas n'est quel pas, est- on n'est pas responsable des erreurs que vous avez. Je comprends. Ah, ok, Et- merci. Donc là, Voilà. on n'est pas loin des 200 000 euros. Non, Et pas c'est du pas de la tout. fiction. Pas du tout. Par monsieur- rapport aux erreurs Monsieur que vous avez dans la Bensaïd, convention. franchement, un peu de bonne foi, ça ne vous ferait pas de mal. Honnêtement. Regardez la page Monsieur 2. Bensaïd. Regardez la page 2 et on Monsieur calcule. Bensaïd, On fait les calculs tout je de vous suite. renvoie. On fait les calculs. Monsieur Bensaïd, je vous renvoie au Facebook Live du 13 mars dernier. Vous allez regarder ce soir, puisque vous êtes deux, donc vous allez pouvoir consulter allègrement le Facebook Live, et vous verrez que vous souteniez que ça allait coûter 200 000 euros à la ville. Si, non, à la ville. Allez, Alors, ok. vous regarderez Je et dis vous la reviendrez nous ville voir. et l'État, et, Non, non. et vous m'avez dit c'est l'État, je lui dis l'État c'est aussi notre argent. Oui, mais l'État, c'est pas la ville, pardon. Ah bah mais c'est Ah nos non. impôts aussi. Mais Ah ça n'a bah, rien à vous voir. savez, c'est L'État, 200 ce 000 n'est euros. pas la ville. Eh, vous pardon. savez, on est en train de chercher des économies partout. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais Monsieur On est noté Bensaïd, 2 à est-ce moins, je sais que pas après 15 ans de conseil municipal, vous savez faire la différence entre la ville et l'État? Oui, très Bon, bien. alors ne dites pas que Mais la ville, l'impôt- c'est l'État. Oui, mais un océan, il paye aussi les impôts pour l'État. Alors Mais ne vous a- dites pas que... Je dis ça coûte 200 000 euros un océan. Et donc Ne 200 dites 000 pas euros, que dans la le- ville, il y a c'est 100 000 l'État. euros qui vient par Voilà. l'État. Et donc on contribue quand même pour l'argent de l'État. Non mais attendez. Je mets aux voix. Y Moi, a-t-il je des voix comprends. contraires? J'ai une question. On termine les Ouais, débats. bah, bonsoir. Afin d'impliquer tout le monde, comme vous l'avez rappelé, pourquoi n'avons-nous pas été sollicités pour intégrer le groupe de travail? Parce que c'est les parents d'élèves, comme on l'a toujours dit. Ce sont les parents d'élèves. Pardon, vous avez madame, parlé mais vous n'êtes... d'élus aussi, non? Non, c'est les parents d'élèves élus. Les parents d'élèves élus. Enfin, faut prendre toute la phrase. Les élus parents qui sont d'élèves sur les élus conseils d'école, de ces D'accord. écoles. et les directeurs d'école. Je mets fin au débat. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contraires? Non, parce que, pardon, vous aviez la parole. Vous pouvez continuer, mais on va pas poursuivre les débats jusqu'à demain matin. Je vous demande de terminer les débats. Je vous donne les chiffres, ils sont de 51 796 euros et 98 centimes. Je vous l'ai dit, monsieur Bensaïd, mais écoutez, enfin bon sang. Je vous donne les éléments dont il faut tenir compte, c'est 51 796 euros et 98 centimes. J'imagine que votre vote ne changera pas s'il y a 10 centimes de plus. Donc, enfin, ne cherchez pas la petite bête. D'accord, j'entends. Mais alors, dans ce cas-là, précisez dans votre vote, si ça passe à tel montant, vous votez pour. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Le point suivant, sur la géothermie et l'avenant à la concession de travaux publics pour le préfinancement de la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur de géothermie. Le résumé, c'est qu'on arrive à obtenir une réduction du prix de la chaleur pour les nocéens entre moins 0,5% et moins 10% selon les secteurs de la ville. Je vous refais rapidement l'historique. La précédente municipalité avait engagé la ville à construire un rythme important, notamment à Maison-Blanche, et donc à souscrire un certain niveau de puissance pour la géothermie. Sans tenir ces engagements, cela donnait droit à des pénalités de plusieurs millions d'euros. Le calendrier n'était pas tenu pour les constructions supplémentaires et dès notre élection, nous nous sommes engagés à ralentir très largement et à arrêter certains programmes de construction compte tenu de l'absence de transport, notamment de la ligne 11,
de bus suffisants, d'écoles et d'infrastructures de manière diverse. Nous avons donc depuis cette date négocié ardemment avec IDEX et SGRM, donc l'opérateur qui s'occupe de la géothermie à Neuilly-sur-Marne, de manière à ne pas nous voir infliger les millions d'euros de pénalités qui avaient été prévus compte tenu des engagements de mon prédécesseur. En contrepartie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons conclu un export, nous avons autorisé l'export de la chaleur de notre usine de géothermie vers Noisy-le-Grand, ce qui permet de souscrire quelques puissances et de réduire nos propres obligations. Nous avons également travaillé avec l'hôpital de Villévrard pour que Villévrard se raccorde également à la géothermie dans le cadre de ses travaux. Et nous avons également obtenu le classement du réseau, c'est-à-dire l'obligation pour les constructions de plus de 30 logements de se raccorder et qui sont sur le secteur de développement de la géothermie, de se raccorder à la géothermie. Et donc, après 3 ans et demi de dures négociations, puisque a priori l'entreprise voulait plutôt partir sur l'application de pénalités ou en tout cas refacturer une hausse du tarif, nous avons obtenu moins 0,5 à moins 10% sur la facture énergétique des habitants qui sont chauffés à la géothermie selon les secteurs. Donc une commission de délégation de services publics s'est réunie le 30 mai 2024 et a rendu un avis favorable. Et donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant donc numéro 2 au contrat de concession de travaux publics et toutes les pièces qui y sont afférentes. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, en fait, c'était juste une petite intervention pour remercier, souligner et remercier l'ancienne municipalité d'avoir mis en place la géothermie, donc, dont on en bénéficie maintenant. Donc, merci à l'ancienne municipalité et donc à Joël en musique. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. C'est adopté et c'est une bonne nouvelle pour les habitants qui échappent à une hausse de leurs tarifs. Merci aux services qui ont travaillé très durement sur ces négociations, notamment au service transition énergétique et au service technique, parce que ça a été des négociations très longues et difficiles. Merci. Monsieur de Chauvigny, sur la taxe locale sur la publicité extérieure pour les tarifs 2025. Bonsoir à tous. Comme chaque année, il nous appartient de fixer les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet. Les tarifs sont relevés à proportion du taux de croissance de l'INSEE, soit 4,8%. En ce qui concerne les surfaces publicitaires en dessous de 7%, nous souhaitons continuer à les exonérer comme on le fait depuis le début de notre mandat. Et donc nous sommes invités à nous prononcer sur les tarifs qui sont présents dans la délibération, à rappeler que les enseignes dédiées à l'affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant les spectacles sont exonérées par la TLPE, retenir les modalités du recouvrement au fil de l'eau et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, monsieur de Chauvigny. Donc, effectivement, c'est une obligation réglementaire et la décision municipale est d'exonérer les petites surfaces. Donc, c'est moins de 7 mètres carrés d'affichage, pas les locaux. Hein. C'est 7 mètres carrés d'affichage, de panneaux. Donc, c'est quand même considérable. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, monsieur de Chauvigny, je crois que vous gardez la parole pour la modification du règlement intérieur du port et les conditions générales de location. Tout à fait, merci monsieur le maire. Donc dans le cadre de la redynamisation du pôle touristique des bords de Marne, la ville a fait l'acquisition de 6 bateaux électriques financés, et on les remercie, à 80% par le conseil régional et la métropole. Afin d'encadrer cette nouvelle activité, il nous est demandé d'adopter les modifications du règlement intérieur du port, d'approuver les conditions générales de location jointes en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document afférent à ce dossier. Merci monsieur de Chauvigny. Donc comme on le rappelait tout à l'heure, ça participe de la reconquête de la Marne et de la baignade que l'on veut engager notamment dès l'année prochaine, mais on commencera cette année.
et 80% de l'ensemble est financé par la métropole et la région. Et en réalité, s'il n'y avait pas la barrière légale des 80%, on aurait même obtenu plus de subventions. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est noté. Le point suivant, Monsieur Carrard, sur le contrat de ville et de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir à tous. Alors, la politique de la ville vise à réduire l'écart de pauvreté entre les quartiers en politique de la ville et le reste du territoire, et à améliorer le quotidien des habitants en mobilisant un ensemble de partenaires. Le contrat de ville est partagé entre ces partenaires pour construire collectivement les solutions et des projets. Le contrat de ville cadre, engagement quartier 2030, approuvé par le Conseil de territoire de Grand Paris Grand Est du 26 mars 2024, fixe les orientations territoriales, les moyens déployés par l'État ainsi que les modalités de gouvernance pour les 6 prochaines années. Le projet communal précise les spécificités locales. Un travail avec l'ensemble des services municipaux a permis de répertorier les actions menées sur les quartiers prioritaires et d'identifier les besoins des habitants de Valcoto. Parmi les priorités locales, on a notamment le renouvellement urbain, la qualité des logements, la tranquillité et la sécurité, l'avenir des jeunes, la santé et le sport, l'emploi. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte du contrat de ville cadre, d'approuver le projet communal, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le projet communal ainsi que tous les documents afférents. Merci beaucoup, Monsieur Carrard. Donc effectivement, c'est le premier contrat de ville intercommunal, donc avec l'EPT Grand Paris Grand Est. Et donc nous avons 3 nouvelles villes entrantes dans le territoire avec la même enveloppe départementale, mais ce qui nous permet à nous d'augmenter tout de même notre part. Et le PRE, donc le programme de réussite éducative qui permet aux plus jeunes notamment d'avoir un soutien particulier compte tenu de leurs difficultés parfois de santé ou familiaux, représente les 2/3 de cette enveloppe du contrat de ville. Ce qu'on essaie de faire de notre côté, c'est d'élargir notre champ d'action avec notamment, on en avait parlé la dernière fois, la résidence de la réussite pour élargir les publics et les domaines d'intervention et améliorer le parcours de tous. Y a-t-il des questions, des observations? Je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je précise, puisqu'on a fait le calcul, c'était du hors-taxe, Madame Amir, tout à l'heure. C'est pour ça que vous n'aviez pas le même chiffre. Et c'est pas une erreur, c'est simplement le montant hors-taxe. TTC. Ouais. Mais donc, en fait, nous... Ouais. On vient de le faire. Donc le point numéro 9, Madame la Première Adjointe, les avenants aux conventions d'objectifs et de financement pour les établissements d'accueil du jeune enfant avec la caisse d'allocation familiale. Par délibération du 11 mai 2023 et du 24 mars 2024, le Conseil municipal a autorisé la signature de conventions d'objectifs pour les établissements d'accueil du jeune enfant dans le cadre de la prestation de service unique qu'on appelle donc PSU, du bonus mixité sociale, du bonus inclusion handicap et du bonus territoire pour les crèches collectives, à savoir le Fil d'Ariane, la Farandole, Henri Dunant, ainsi que les crèches familiales, les Lutins, les Primes Verts et la Halte Jeu, les Primes Verts. La CAF contribue par leur action sociale au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de l'environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant, à la prévention des exclusions. Les avenants aux conventions d'objectifs et de financement en cours ont pour objectif d'intégrer les nouvelles mesures financières à destination des établissements d'accueil du jeune enfant, visant à renforcer la qualité du projet d'accueil. Les présents avenants concernent donc les établissements suivants, à savoir donc les crèches collectives, la Farandole, Henri Dunant et le Fil d'Ariane, les crèches familiales, les Lutins, les Primes Verts, ainsi que la Halte Jeu. Ils sont conclus du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 pour la crèche Le Fil d'Ariane, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 pour les autres structures. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les 10 avenants aux conventions d'objectifs et de financement
avec la CAF. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Madame la Première Adjointe. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, Madame Martenot, sur la convention bilatérale de réservation, la gestion en flux. Donc, bonsoir à tous. Pour rappel, la loi Elan du 23 novembre 2018 rend obligatoire la gestion en flux annuel des contingents de réservation des logements sociaux, afin de fluidifier le processus d'attribution et éviter les vacances de logements. Les contingents de réservation sont des contreparties au financement et à la garantie d'emprunt accordés au bailleur social au moment de la réalisation de l'opération de logement ou lors d'une réhabilitation. La commune de Neuilly-sur-Marne est réservataire de logements sociaux au titre des garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux. À ce titre, il est nécessaire de signer une convention de gestion en flux avec les bailleurs Pierre et Lumière et ICF Habitat La Sablière, comme déjà acté lors des précédents conseils pour les autres bailleurs. Lors de la séance du 13 mars 2024, le conseil municipal a approuvé la signature d'une convention avec le bailleur Séquence qui doit être modifiée car il y avait une erreur dans le nombre de désignations. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir abroger la délibération du 13 mars 2024 avec le bailleur Séquence et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les conventions bilatérales de gestion en flux telles que présentées en annexe. Merci Madame Martenot pour cette présentation. Donc c'est les délibérations que l'on passe avec les différents bailleurs au fur et à mesure que les conventions nous parviennent. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, la délibération numéro 11. Monsieur Slimani sur le taux de la part communale de la taxe d'aménagement dans certains secteurs de la commune. Bonsoir. Pour rappel, la taxe d'aménagement a pour objet de financer les équipements publics induits par le développement urbain et notamment les écoles, gymnases, espaces dédiés à la culture. Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du Code de l'urbanisme donnent lieu à des redevances de taxes d'aménagement. Les délibérations des 23 novembre 2017, 18 septembre 2019, 21 septembre 2022 qui ont permis au conseil municipal de renouveler le taux de la part communale fixé à 20% de la taxe d'aménagement dans les secteurs délimités correspondant notamment aux abords de l'ex-RN34, au secteur des délaissés de la 103, au secteur Ville-Évrard et à l'entrée de Ville-Ouest. Suite à la réforme de la fiscalité de l'urbanisme et pour la parfaite application des taux de la part communale de la taxe d'aménagement par la Direction générale des finances publiques en charge de la liquidation et du recouvrement de cette taxe, il est nécessaire de compléter la délibération du 21 septembre 2022 en précisant dans un document l'ensemble des parcelles concernées par ce taux. La liste est présentée en annexe sous forme de tableau. La délibération est reconduite de plein droit si une nouvelle délibération n'est pas prise avant le 1er juillet pour une application l'année suivante. Il est donc proposé à l'Assemblée de conserver un taux majoré à 20% pour la part communale de la taxe d'aménagement sur les secteurs tels qu'identifiés dans la délibération du 21 septembre 2022 et précisé à l'échelle parcellaire joint en annexe. De préciser que le taux de 4% fixé par délibération du 17 novembre 2011 demeure en vigueur en dehors de ces secteurs. La délibération est valable pour une période d'1 an et s'appliquera à partir du 1er janvier 2025 et reconduite de plein droit si une nouvelle délibération n'est pas prise avant le 1er juillet pour une application l'année suivante. De charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Slimani. Donc, comme vous l'avez parfaitement précisé, il s'agit de simplement préciser les parcelles cadastrales qui ont déjà été
visés dans les délibérations précédentes depuis 2017. Y a-t-il des questions? Oui, alors justement, c'est juste une question technique. Comment ils sont définis ces secteurs? Enfin, pourquoi ces secteurs et pas les autres? Là, vous avez parlé le long de la nationale, du côté C'est les d'IRA. secteurs d'aménagement qui étaient susceptibles d'être mutés. Alors nous, on n'a pas repris les secteurs, on a repris ceux de 2017, 2019 et 2022 qui, en fait, ont simplement déterminé les axes sur lesquels, s'il devait y avoir un projet, concrètement, ça rapporterait de la taxe d'aménagement à la ville. Mais il y a pas, c'est pas des secteurs de projet, parce que par exemple la Il y avait ZAC. un critère ou Non, non, non. C'est un peu en fait, c'est une cohérence sur un axe. C'est pour ça que vous avez l'ex nationale 34, enfin la départementale 934, la départementale Paul-et-Camitomo 970, et vous avez de l'autre côté, côté Jean Stéphan, vous avez le secteur de Villéva, même s'il n'y a rien, et la ZAC de Maison Blanche, elle, pour le coup, est exclue puisque c'est une ZAC, et donc il ne peut pas y avoir d'application de TA. Oui, et absolument. C'est aussi pour freiner les envies de promotion immobilière, parce que si quelqu'un veut faire quelque chose dessus, ça lui coûte beaucoup plus cher. C'est aussi un outil de maîtrise. Y a-t-il des questions, des observations autres? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, la décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2024 est le budget du port de Plaisance. Bonsoir à tous. Décision modificative numéro 1 du budget port de Plaisance, exercice 2024. Pardon. Il convient de procéder à des virements de crédit sur le chapitre 20 immobilisation incorporelle afin de financer une prestation de détection des réseaux et une licence informatique. Il est de plus proposé d'inscrire en dépenses et recettes 5 400 € pour annuler et remettre les titres sur exercice antérieur afin de régulariser le nom des débiteurs. Conformément à la nouvelle réglementation M57, vous trouverez en annexe le budget concerné modifié. Il est donc demandé au conseil municipal de procéder aux inscriptions telles que stipulées dans le tableau qui vous a été remis, d'adopter la présente décision modificative numéro 1 chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci, Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il 4 voix contre? Y a-t-il des abstentions? Bon. C'est noté. Monsieur Soronella, sur le personnel communal et les modalités de mise en œuvre du CPF, du compte personnel de formation. Bonsoir, chers collègues. Compte personnel de formation des agents communaux, donc... Évidemment, le comité social territorial a été consulté aussi. C'est la déclinaison des lois sur l'accompagnement du développement professionnel qui comporte aussi l'attribution de moyens personnalisés, c'est-à-dire que la formation n'est pas simplement à la demande de l'entreprise, mais également à la demande du salarié qui peut choisir des orientations. C'est quoi? C'est chaque année, l'entreprise attribue 25 heures potentiellement de formation, qu'on peut regrouper sur 6 années, ce qui fait 150 heures. Au passage, pourquoi 6 années? Tout simplement parce que cette loi explique que tout salarié doit être formé au moins sur une période de 6 ans, de manière à ce qu'on n'arrive pas à ce qu'on appelle une obsolescence des compétences et donc quelques petits problèmes d'employabilité, comme disent les hauts fonctionnaires. Il est possible de modifier ce rythme pour ceux qui ont une qualification plus basse, en dessous du niveau 3, ils peuvent cumuler 50 heures par an et jusqu'à 400 heures, voire un petit peu plus. Il s'agit bien du développement des compétences personnelles dans le cadre d'un projet professionnel personnel. Il n'empêche qu'il y a quand même quelques priorités. Le premier, c'est de faire atteindre ce qu'on appelle les soldes le socle de compétences, notamment pour les moins qualifiés. Le deuxième, c'est tout ce qui tournera autour d'éléments qui viendraient entraver les capacités physiques, dont les aptitudes physiques. Le troisième, c'est d'obtenir la qualification à travers des validations des acquis d'expérience. Et en le quatrième, pour nous, l'accompagnement du passage des concours des agents pour avoir des promotions. Donc on finance avec ça, et c'est important, les frais pédagogiques, et puis on peut également financer un certain nombre de frais, c'est dans le règlement qu'on vous a indiqué.
La conséquence de ça, c'est qu'on a donc des matelas d'heures, des matelas de moyens, et que d'un point de vue budgétaire, ça constitue ce qu'on appelle une dette sociale. Hein, et donc, il faut qu'on le prévoie également dans notre budget et qu'on sache le gérer proprement. Je terminerai au passage en disant qu'avec cette mesure et bientôt d'autres, on achève 3 bonnes années de travail autour de la reconstruction et de la validation des architectures, on va dire, de fonctionnement organisationnel et RH. On a encore quelques petits sujets. Et donc, on va pouvoir avoir une nouvelle phase où on essaiera d'avoir des sujets un petit peu plus, comment dirais-je, futuristes, hein, sur les modalités d'organisation. Et on aura toujours besoin, évidemment, des équipes RH et des équipes de la direction générale pour bosser de ces sujets, et évidemment de toutes les idées originales des élus qui sont tous des professionnels et ont encore des choses à dire sur ce genre d'affaires. Il vous reste donc à décider. Merci Yves. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant sur le personnel communal et la création de postes de vacataires au pôle équipement touristique des Rives de Paris. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a inauguré la nouvelle version du club accueil avec la possibilité d'en faire une auberge de jeunesse. Auparavant, nous avions une gardienne qui était sur place, qui est désormais à la retraite, et on a besoin évidemment d'agents de veille pour permettre de veiller sur la sécurité de ce bâtiment, du personnel donc formé au fonctionnement de l'alarme incendie, aux techniques d'évacuation, à la manipulation d'extincteurs, aux premiers secours, de jour comme de nuit. Et donc nous avons besoin de vacataires en tant qu'agents de veille pour assurer le complément de roulement du planning de veille et répondre à notre obligation d'avoir un agent 24 heures sur 24 sur place. Et donc voilà, il est proposé d'inscrire au budget les crédits correspondant à la création des taux de vacation des agents comme indiqué dans le document. Est-il des questions, des observations? Oui. Oui, merci. La question elle porte sur cette question de vacation. En fait, qui fait ces vacations? C'est du personnel sur place qui est sollicité pour de la vacation, ou c'est des salariés, en tout cas des vacataires? Non, là on a déjà des agents sur place. D'accord. Pour permettre d'ouvrir. En fait, là, ce que vous expliquez sur la maîtrise des alarmes incendies, ou en tout cas l'intervention aussi sur ces postes-là, c'est des gens qui ont un autre boulot. C'est quoi l'histoire? En fait, on n'a pas bien compris En fait, ce sont des locaux à sommeil. Et donc, conformément aux prescriptions des commissions de sécurité et de sûreté qui sont nécessaires dans ce cadre-là, on a besoin d'avoir des agents de veille. Puisque si on accueille du monde 24 heures sur 24, il faut être en capacité de libérer, d'évacuer si on a le moindre souci. On a des agents qui sont formés. Et vous les voyez notamment pendant les manifestations municipales avec un pull rouge avec une bande noire comme les pompiers, et les SIAP notamment. Et vous avez d'autres agents qui sont formés. Donc l'idée, c'est d'avoir des agents de veille qui restent sur place et qui fassent des vacations. Donc quand on est ouvert 24 heures sur 24 pour accueillir du monde. Mais ce qui nous perturbe, c'est l'agent de veille de l'auberge sera présent de 19h à 7h du matin. Et l'heure, elle est payée 0,19. 0,19, ça doit faire 30%. Vraisemblablement. C'est les règles de la fonction publique. Hein. En fait, c'est la vacation. La personne, elle est dans des locaux. Il faut qu'elle soit opérationnelle en cas d'alarme incendie pour pouvoir évacuer tout le monde. Donc c'est simplement effectivement une bonification, mais ce sont les règles de la fonction publique que vous connaissez certainement. C'est une astreinte, oui, c'est une astreinte. Ouais, c'est juste une astreinte. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Bon, unanimité, je vous remercie. Le point numéro 15, la mise à jour de la délégation d'attribution au maire, conformément à l'article L2122 du CGCT.
Comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons été réélus en février 2022 avec notamment une délibération du conseil municipal d'installation le 19 février 2022. Il y a eu une modification dans la loi 2 jours plus tard, donc le 21 février, enfin 3 jours plus tard exactement, le 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, qui a mis à jour les délégations du maire. Et donc on a été réélu soit 2 jours trop tôt, soit un peu plus tard, et un peu plus tard on aurait pu mettre à jour directement la délibération. Et à l'occasion de l'arrivée de notre directeur juridique que je salue, il est proposé de redélibérer et de se mettre en conformité avec la loi. Y a-t-il des questions, des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Et le point numéro 16, les décisions prises en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé de prendre acte de l'ensemble des décisions prises au regard des dispositions du Code général des collectivités territoriales précitées. On prend acte que ça a été communiqué. Le conseil municipal arrive à sa fin. Il me reste à vous remercier. Merci à tous les jeunes et moins jeunes du public qui sont présents et qui ont assisté à ce conseil municipal. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.